Qu'est-ce qui pose la première question? C'est la cancérologie qui va s'exprimer à travers une de ses éminentes représentantes. Merci beaucoup pour ces interventions. Et le consentement éclairé est véritablement une problématique qui occupe une bonne partie de nos activités au quotidien et de nos interrogations. Et on parle en permanence de cette information, mais finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que plus que l'information elle-même, c'est la disposition que l'on a vis-à-vis des personnes, la disponibilité qu'on peut montrer à donner cette information, l'attention portée à l'autre qui est plus importante finalement que l'information elle-même? C'est peut-être un peu provocateur, mais... Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que les deux sont également importants. C'est vrai que le temps qu'on dédie à donner cette information est très important. On passe des heures et des heures à expliquer, on revoit 2-3 fois les familles avant d'accepter finalement que les consentements soient signés. Pour vous dire combien de places est occupée par la disponibilité du corps médical en face à la proposition d'un protocole si compliqué. Je pense que la compréhension du contenu et de l'explication de la procédure sont également très importants. Moi, je suis comme le professeur Calzana, je ne partage pas votre position parce que il est vrai qu'une information donnée comme ça sur un papier est inutile, en fait. Et ça a bien été rappelé. Mais je crois vraiment qu'il ne suffit pas de montrer beaucoup d'attention et d'empathie envers ces gens. Il y aurait une forme peut-être un petit peu de paternalisme qui en fait, n'est pas approprié puisque, en ce qui me concerne, moi, le donneur, il est l'acteur majeur de la greffe et de sa réussite. Donc, il faut qu'il comprenne ce qui va se passer pleinement. C'est très difficile d'expliquer des techniques médicales complexes, mais au fond, les gens, en particulier dans notre pays où on a la chance d'avoir un niveau d'éducation élevé, si l'on trouve les mots et si l'on trouve les dessins, les schémas, les moyens, il faut trouver, les gens comprennent. Les gens comprennent et après, ils deviennent vraiment acteurs. S'ils ne sont pas acteurs, au premier blocage, à la première difficulté, alors on va se trouver confronté à des sources d'échecs qui vont aller s'accroissant. Et par ailleurs, la greffe d'organes est quelque chose quand même, je l'ai dit, qui est une certaine forme de transgression. Quand il y a un donneur mort, eh bien, on prélève quelque chose sur le cadavre de quelqu'un. Quand il y a un donneur vivant, c'est quelqu'un en parfaite santé qu'on va un peu opérer pour prélever un organe. Nous avons besoin d'un consensus fort de tous. Et pour exprimer un consensus social, il faut que les acteurs soient éclairés. Je le pense vraiment. Merci beaucoup pour ces deux exposés qui me passionnent, mais qui montrent aussi les illusions dont il faut se garder concernant le concept même de liberté du consentement. Je crois que dans les exemples qui ont été pris et qui concernent les uns et les autres des maladies graves, voire mortelles, on voit bien quelles sont les limites de la liberté de celui dont le consentement est attendu. On le sent très bien. Autrement dit, dans les textes et dans les énoncés, dans les commentaires, je crois qu'on doit vraiment se garder de toute illusion et relativiser le principe même du consentement libre. Comment imaginer que des proches qui sont au courant du pronostic fatal de telle ou telle affection vont pouvoir être libres dans leur décision? L'exemple de ce que je veux dire, et je sais que ce sont des propos qui sont dérangeants, ce n'est pas la première fois, mais l'exemple des exceptions inscrites dans la loi concernant la possibilité d'utiliser des prélèvements, entre autres de moelle osseuse, chez des enfants mineurs au profit de frères ou de sœurs. La loi, entretenant cette illusion, cette volonté de sauvegarder à tout prix, tout au moins dans la lettre, la liberté du consentement, fait intervenir un magistrat. Eh bien, j'ai un de mes collègues et amis qui était lui-même pédiatre et qui avait eu dans sa famille proche une situation comparable. Et il m'a parlé de un de ses petits-fils qui avait dû comparaître devant le juge pour que son consentement puisse être libre. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas eu de pression sur cet enfant. Mais comme Emmanuel a dit tout à l'heure, cet enfant, quand il est en âge de réfléchir, il est seul. Comment imaginer qu'un enfant de 8, 10 ou 12 ans, connaissant la gravité du pronostic de la maladie de son frère ou sa sœur, dont il ignore sans doute le diagnostic,
confronté, rapproché d'un haut magistrat aussi paternaliste qu'il puisse être, va pouvoir donner un consentement libre. Autrement dit, il n'y a pas de réponse. Et je crois que dans les réflexions éthiques, on doit aussi savoir reconnaître quelles sont les limites, en sachant que l'expression sur laquelle on est maintenant d'accord, c'est le questionnement. Et j'ai coutume de rappeler, je crois, une réflexion de Lecourt, qui dit que le questionnement éthique aboutit finalement à des dilemmes entre deux ou plusieurs solutions qui sont toutes insatisfaisantes. Alors ça, c'est un élément tout à fait important pour la réflexion éthique, mais quand il s'agit de mettre dans la loi des interrogations comme celle-là, je crois que le législateur aurait été plus sage s'il avait carrément interdit, à partir d'un âge limite, toute possibilité de prélèvement. Je crois que c'était beaucoup plus difficile, y compris politiquement, mais que ça correspondait vraiment davantage à la réalité des situations dramatiques qui ont été évoquées par les interventions. Je comprends votre préoccupation vis-à-vis de l'enfant mineur avec lequel je suis confrontée dans ma pratique tous les jours, à tous les instants. Si je peux introduire un élément pour rassurer les interrogations que vous posez, surtout à partir de 8 ou 12 ans, on a les moyens de l'explication. Il m'est arrivé dans la thérapie génique, quoi plus difficile à votre avis qu'expliquer la thérapie génique, d'être confronté à des jeunes qui ont refusé de participer à l'essai malgré l'insistance des parents. Et vice-versa, des jeunes adultes de 18 ans qui rêvaient que d'une chose avec les défis propres de cet âge, d'aller à l'avant, de tout essayer, y compris la thérapie génique a été vécue comme la folle espoir, et de l'avoir refusé parce qu'il n'y avait pas adhésion parentale. Et pourtant, la loi me permettait d'inclure ces jeunes dames, ces jeunes messieurs de 18 ans dans l'essai. Je vous donne ces exemples pour atténuer les sentiments un peu négatifs que vous, aux provocateurs, je ne sais pas dans quel esprit vous l'avez fait, si pour réveiller les consciences, mais je peux vous assurer avec ces deux exemples, mais je peux vous en apporter d'autres, que chaque fois qu'on se donne les moyens verbaux, dessins, communicatifs et les temps, la personne qu'on a en face, sauf les nouveau-nés, peut comprendre. Juste, si je me permettais, mais si je n'ai pas d'espoir, on ne peut pas continuer. Juste, nous, quand on observe le consentement, d'ailleurs un mot qu'on peut discuter, c'est la dynamique, c'est le processus de consentement qui est intéressant. C'est-à-dire comment une argumentation peut se développer et comment des arbitrages sont rendus possibles. Et c'est vrai que derrière le consentement, il y a la notion d'autonomie. Et dans le code de Nuremberg, et ça a été repris par la déclaration d'Helsinki, la notion d'autonomie est importante. On voit même comment elle est discutée dans les différentes versions de la déclaration d'Helsinki, puisque certaines sociétés n'ont pas posé le principe d'autonomie comme le principe supérieur. Et on voit à quel point, dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés tribales uniquement, il y a une autorité qui va exercer en quelque sorte la responsabilité pour tous. Mais ce que je me permets de discuter, on l'a beaucoup évoqué hier dans nos 10 heures de l'éthique, donc vous pourrez, grâce à Patrice Dubos qui nous filme, le retrouver dans quelques semaines sur notre site. Le concept d'autonomie est un concept très discutable. L'interdépendance, ça existe. On est en société. À travers le don et la greffe, c'est des solidarités, donc des principes forts dans notre démocratie qui s'expriment. Mais également, plutôt que de parler de liberté, dans certains cas, on pourrait parler de responsabilité et d'altérité. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la liberté qui prime comme valeur, j'allais dire, transcendante. C'est comment on exerce dans une société civilisée et dans une société qui développe un certain nombre de solidarités également, un acte de responsabilité. Et je pense que ça pose vraiment des valeurs d'humanité. C'est pour ça que je terminerai pour dire qu'il ne faut pas poser trop d'une manière transcendante les repères ou les principes de l'éthique. Je pense que l'éthique, ça se discute d'une certaine manière. Et ensuite, en situation, tout à l'heure, Claude a évoqué les dilemmes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on est confronté à des dilemmes. Il y a des arbitrages qui doivent être le plus juste possible. C'est pour ça que, et je termine sur ce point, j'ai l'impression que toutes nos questions éthiques, enfin en vieillissant dans l'éthique, j'en conclus que c'est des questions de politique. C'est-à-dire, c'est des questions de valeurs politiques qui sont posées. Et à travers vos deux exposés, vous avez posé vraiment la question d'éthique à ce niveau-là. J'avais une remarque à faire, juste là, concernant les drépanocytaires, si j'ai bien compris.
vous n'avez pas parlé de la dimension de la croyance de cette population envers le système médical. Donc, qui tente le tout pour arriver dans une structure high-tech. Et même si les 2 médecins qui apportent l'information font tout leur possible pour être le plus accessible à leurs patients, bien souvent, cette population croit à 300% et est prête à dire oui à tout. Donc, comment est-ce que vous faites pour... est-ce que vous assurez la compréhension de ces informations excessivement complexes, sachant qu'on sait qu'effectivement, je rejoins un peu M. Hurier, concernant le consentement, même dans des essais cliniques moins complexes que la thérapie génique, quand on évalue la compréhension des participants, qu'ils soient adultes ou pédiatriques, elle est très modérée, enfin ça dépend des items. Donc est-ce que vous vous appliquez à apporter les informations qui intéressent les participants? Comment vous faites en pratique, puisqu'on sait qu'il y a très peu de... Alors, je voudrais juste vous faire comprendre quelque chose. Quand un patient avec drépanocytose va dans un centre de référence pour se faire soigner, la première proposition qu'on lui fait n'est jamais un protocole innovant, pour les raisons que vous venez de dire. Et on commence à proposer ou à envisager un protocole innovant seulement après 2 ans d'un traitement conventionnel qui puisse faire comprendre à la famille l'alternative thérapeutique, ce qui nous met à l'abri de ce que vous venez d'expliquer. Et juste une dernière petite chose, je suis très rapide. S'il vous plaît. Alors je me tais, ce sera pour après. On pourra continuer dans la pause. On continuera voilà, à la pause. Je suis à votre disposition dans la pause. Merci infiniment, mesdames.